Frida et sa pote Jess sont cantonnées à servir des canons dans ce boulot à la con lors d'un gala fastueux orchestré par la boîte véreuse de Slater. Elle sert des cocktails à une clique d'enfoirés nantis, une corporation qui t'éviscère l'âme jusqu'à l'os. Jess, qu'on salue son génie de la magouille, dégaine des robes passées en douce pour qu'elles puissent s'extraire de leurs conditions et s'infiltrer parmi le gratin. C'est une combine foireuse au possible, mais leur soif de tâter de la grande vie ceinte d'ailes en vagues presque tangibles. Frida, avec l'élégance d'un girafon qui vient de naître, bousille son talon et s'étale de façon mémorable sur un serveur. Ce désastre est dépeint comme une adorable rencontre orchestrée, car évidemment, le rapace Slater King apparaît de nulle part pour gérer la situation en sauveur. Il la remet sur pied puis lui brise sciemment son second talon sous prétexte de rétablir l'équilibre. Cet enfoiré de manipulateur est persuadé d'être le type le plus charmeur de toute la réception. Slater déballe aussitôt son baratin, introduisant Frida à sa clique de putain de marionnettes friquées et sans âme. Chacun d'entre eux semble tout droit sorti d'un labo spécialisé dans le clonage de trous du cul de Nanty. Tandis que la fête touche à sa fin, Slater invite Frida et Jess à découvrir son île privée. Parce que gober l'invitation d'un milliardaire infréquentable fraîchement rencontré sur son île paumée, c'est typiquement une idée à la con digne de deux parfaites idiotes. Les deux nanas, l'esprit anesthésié par le faste, foncent tête baissée dans ce qui est de toute évidence un guet-apens soigneusement monté. Elles sont réceptionnées par la clique de Slater au grand complet, un véritable maelstrom de rebut de l'humanité. Pour commencer, il y a Rich, le psy, un type qui a l'air lui-même complètement à la masse. Puis, on a Vic le photographe qui fleure bon charognard immonde à des kilomètres. On découvre également Cody, le cuistot personnel, dont l'apparition est pour le moins surprenante. Tom, le DJ, est aussi de la partie, un élément de décor habituel dans ce genre de sauterie de parvenus. Un étudiant nommé Lucas est là aussi, avec l'air d'être totalement largué. La copine énigmatique de Cody est une starlette de télé-réalité répondant au nom de Sarah, une affamée de notoriété, ce qui en dit long sur le spécimen. Pour couronner ce putain de merdier, on trouve deux bringueuses Camilla et Heather qui partagent à elles deux la vivacité d'esprit d'une plante verte sous-développée. L'assistante personnelle de Slater, Stacy, accueille les filles et leur subtilise tout de suite leur portable, le premier d'une longue litanie de putains de signaux alertes gros comme un camion. Qu'on se le dise, putain, ceci n'est pas une cure de jouvence, c'est l'apéritif d'une séquestration. Frida pénètre dans sa chambre, déniche un flacon de parfum et s'en vaporise. Une employée de maison surgit et déconcerte Frida en lâchant uniquement les mots « lapin rouge ». Les autres convives, sans surprise, lézardent au bord de la piscine, se faisant dorer la pilule tels les bons ariens parasitaires qu'ils sont. Frida suit ensuite Slater pour un tour du propriétaire de son île privée du chaos le plus total. Il souligne que son personnel a pour consigne d'exterminer tout serpent trouvé sur le domaine. Pour ceux qui auraient du mal à capter, c'est ce qu'on appelle un putain de pressage aussi subtil qu'un éléphant dans un couloir. Frida lui expose les détails exaltants de sa micro-entreprise de manicure animalière, en business franchement passionnant. Il tombe sur Stacy, qui charrie une flopée de sacs cadeaux rouillés identiques. Le soir venu, toute la bande se retrouve pour le dîner avant de s'enfiler des gouttes de MDMA. Parce que rien n'évoque mieux une escapade de luxe que de se taper des drogues de synthèse avec une clique de parfaits étrangers. Frida s'éveille aux côtés de Jess et constate qu'une marque rouge sur sa robe s'est volatilisée. Ce n'est pas juste bizarre, c'est un truc aberrant qui bafoue la réalité et les lois de la physique. Peu à peu, Frida est assaillie par de brefs et dérangeants éclats de souvenirs morcelés. Elle émerge à maintes reprises, avec une mémoire complètement niquée face à des indices d'actes dont elle n'a aucune trace. Un matin, par exemple, elle découvre de la putain de crasse incrustée sur ses ongles. Frida restitue sa vapoteuse à Slater, qui l'introduit ensuite à Rich le psy. Leak monumental qui te fait vriller, c'est qu'elle se rappelle parfaitement avoir déjà croisé ce même tari au gala. Pendant ce temps, Jess percute elle aussi, et de façon brutale, que cette île tout entière est un gigantesque merdier. Sa suspicion grimpe en flèche quand elle aperçoit l'employé Lapin Rouge en train de gérer ces putains de reptiles. Durant la soirée, un serpent plante ses crocs dans la main de Jess. C'est une morsure de serpent qui tombe à pic et qui pue la putain de ficelle narrative à plein nez. Slater, toujours aussi grandiloquent, zigouille le serpent à main nue, consolidant son image de sauveur en carton-pâte. Il organise ensuite les soins de la blessure de Jess avec un air détaché qui transpire le « j'en ai rien à carrer ». Elle tire aussitôt Frida à l'écart, martelant que quelque chose cloche, mais d'une manière profonde et dangereuse. C'est le moment de dire sans déconner Einstein, Jess. Les voyants rouges se sont allumés à la seconde où ils ont embarqué ton putain de portable. Juste avant de regagner sa chambre, Jess est prise d'un saignement de nez subit. Le jour suivant, Frida cherche Slater mais tombe une nouvelle fois sur l'employé de maison. L'employé propose à Frida une gnôle étrange, une putain de mixture, soi-disant élaborée à base de venin de serpent. Frida, dans un éclair de pure connerie, en engurgite une gorgée et se lamente de son goût prononcé. Par la suite, elle commence à noter d'autres anomalies déconcertantes.
Sarah arbore un hématome sur le bras et n'a aucune idée de son origine. Frida se confronte alors à la réalité effroyable et falsifiée. Jess s'est volatilisée et plus personne ne se rappelle son existence. Camilla et Heather n'ont aucun souvenir de Jess, même en se servant du briquet qu'elle leur a filé. C'est une démonstration magistrale et glaçante de putain de gaslighting. Frida, logiquement tétanisée par la peur, reflue en panique vers le refuge présumé de sa chambre. Elle déniche une lame planquée derrière le miroir, ce qui déclenche un souvenir oh putain de Jess lui demandant de la dissimuler. Les pièces effroyables du puzzle de ce cauchemar merdique commencent doucement à s'assembler. Frida finit par établir le contact avec Sarah, qui a elle aussi déduit que cette île est un putain de traquenard diabolique. Frida l'entraîne jusqu'à la réserve, qui est bourrée des sacs cadeaux rouges. Elle se procure alors davantage de la liqueur au venin et administre l'antidote à Sarah. Ensemble, elles aboutissent à une conclusion révoltante et terrifiante, du genre bordel de merde. La fleur contenue dans le parfum qu'on leur a filé est une cochonnerie chimique mémoricide conçue pour induire l'amnésie. Le venin de serpent agit comme un contrepoison qui restaure leurs souvenirs enfouis. C'est un complot diabolique et foncièrement pervers, une machination de fils de pute montée par des monstres. Elle décide de ruser avec Camilla et Heather pour leur faire ingérer l'antidote. Elles le camouflant en shot de tequila, se doutant que les deux gourdes les descendront sans se poser de questions. Stacy, l'assistante complice, cette connasse, se joint à Ez à l'improviste et prend stupidement part aux shots piégés au venin. Pendant la fête, Frida saisit l'occasion de se glisser dans le bureau privé de Slater. Sombot et Limpide récupérer leurs portables confisqués et se tirer de cette putain d'île de malheur. Sarah fait le guet pour prévenir Frida si quiconque se pointe. Frida est contrainte de se planquer en catastrophe quand Slater déboule avec Stacy et son gorille de garde du corps Stan. Et fouinant dans le bureau de Slater, Frida tombe sur des clichés accablants d'une précédente partouze forcée du même acabit. Les images sont profondément perturbantes, montrant d'autres femmes piégées et baisées jusqu'à la moelle dans le même cauchemar. Soudain, le nez de Frida se remet à pisser le sang et un souvenir atroce la percute avec la force d'un TGV. Elle se revoit avec les autres femmes, ligotées et pétrifiées de terreur. Elle se souvient enfin du sort véritable, brutal et merdique de son amie Jess. Parce que la mémoire de Jess était revenue, Slater a ordonné à Stan de lui briser la nuque. Frida s'extirpe du bureau pour annoncer à Sarah sa macabre découverte. Pendant le dîner, le putain de barrage mémoriel cède et l'étendue complète et angoissante de ses souvenirs refait surface. Les types sur cette île, ces potes à la con, ont systématiquement et à répétition violé les femmes. Ils ont utilisé la toxine de la fleur comme un putain d'outil pour effacer leurs agressions monstrueuses de leur esprit. Rich, le psy, avait récemment violé Frida, ce qui explique son choc putain de merde quand elle l'a reconnu. Frida et Sarah lancent adroitement une soirée dansante à la con pour se créer une diversion afin de préparer leur prochain coup. Peu après, les souvenirs de Camilla et Heather ressurgissent avec une clarté violente et vengeresse. Le rassemblement tout entier implose en une scène de carnage aussi légitime que sanglant. Camilla, dévorée par une rage justifiée, poignarde cet enculé de Tom le DJ dans le cou jusqu'à ce qu'il soit indiscutablement mort. Heather s'empare d'un échiquier et tente de faire exploser le crâne de l'infâme photographe Vic avec. Son assaut est stoppé net quand Stan, le garde du corps, lui loge une balle dans la tête. Stan trouve ensuite Frida et s'apprête à l'exécuter de la même manière. Avant qu'il ne puisse passer à l'acte, Sarah jaillit de l'ombre et lui fracasse le crâne avec une pierre. C'est un moment de justice exquise et sauvagement satisfaisante pour ces femmes. Les prédateurs de merde survivants ont pris Camilla en otage dans l'enceinte de la villa de Slater. Slater, le connard dominus, les pulvérise tranquillement la trachée avec sa botte jusqu'à ce qu'elle ne respire plus. Frida est alors confrontée à Stacy, dont l'esprit est tellement ravagé par le syndrome de Stockholm qu'elle est furieuse que sa propre agression ait été exposée. Cette femme au cerveau retourné agresse Frida, lui reprochant le poids insoutenable de la vérité. Frida n'a d'autre choix que de se défendre, plantant une lame en plein cœur de Stacy. Dehors, Sarah coince le chef Cody dans les bois et abrège les souffrances de ce pathétique salopard d'une balle. Lucas, l'étudiant couille-molle qui n'a fait que mater, commence à se remémorer les atrocités dont il a été le témoin passif. Il se souvient de sa lâche inaction pendant que les autres ordures commettaient leurs crimes ignobles. Frida et Sarah arrivent enfin devant la villa pour affronter le cerveau de l'opération et seigneur du viol, Slater. Lorsque Lucas ouvre la porte pour leur permettre d'entrer, Slater loge une balle à bout portant dans la tête de ce putain de poltron. C'est un dernier acte de connard insensé de la part d'un homme qui n'est rien d'autre qu'un monstre. Frida pénètre enfin dans la villa et entame le combat final contre le boss Slater. Pendant la lutte, d'autres de ses souvenirs refoulés remontent à la surface. Elle réalise qu'elle était sur cette même putain d'île maudite l'année précédente et qu'elle s'en était tirée on ne sait comment. La cicatrice sur sa tête est un souvenir de l'époque où Slater, en parfait enfoiré, l'a fait tomber sur un rocher. Elle se souvient aussi avoir arraché le petit doigt du photographe Vic en le mordant, un acte de défi absolument magnifique.
Slater se transforme en une pathétique pleureuse apitoyée sur son sort avant de tirer une dernière tape sur sa vapoteuse. Il s'apprête à trancher la gorge de Sarah, mais quelque chose chez lui cloche, et de façon terrible. Il est soudainement frappé de désorientation, de confusion et d'une vague de pure terreur. Bordel! Frida, dans un coup de génie vengeur proprement hallucinant, a piégé sa vapoteuse avec la toxine florale, le contraignant à gober son propre venin. Alors que le spectacle de ce carnage merdique s'imprime dans son esprit fracturé, Slater panique comme un rat pris au piège. Il titube dans tous les sens, renversant des bougies et déclenchant un incendie qui ravage la villa. Frida traîne le porc inconscient de Slater hors du brasier, lui refusant la sortie facile de la mort. L'infâme photographe Vic est abandonné aux flammes pour y être incinéré. Une fin putain de méritée pour cette ordure. On voit ensuite Frida qui semble discuter avec Sarah assise à ses côtés. Pourtant, lorsque la caméra recule, elle révèle que Frida est seule, un retournement de situation putain de merde qui la montre contemplant les flammes en solo. Quelque temps plus tard, Frida assiste à un autre gala, avec un Slater docile et au cerveau lessivé qui la suit comme un toutou. Elle maintient sa soumission totale et son amnésie grâce à sa propre vapoteuse d'asservissement spécialement dosée. Frida croise à nouveau Rich et la terreur à s'en pisser dessus qui se lit sur son visage confirme qu'elle se souvient de tout ce qu'il a fait. L'autre présente Frida non seulement comme l'épouse de Slater, mais aussi comme la nouvelle et impitoyable PDG de tout son empire. Elle a raflé son nom, sa fortune et jusqu'à son identité, exécutant la plus parfaite et la plus effroyable vengeance imaginable.